Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir autour d'une nouvelle publication, Géopolitique de l'Amérique latine, qui a été réalisée et rédigée par Christophe Ventura, qui est directeur de recherche à l'IRIS. Ce nouveau volume s'inscrit dans le cadre d'une collection qui a été initiée il y a 4 ans désormais entre l'IRIS et les éditions Erol. Et cette collection est désormais riche avec ce numéro, avec ce volume de 15 numéros, de 15 volumes. Cette collection, faut-il le préciser, est rédigée par des spécialistes reconnus des thèmes abordés, c'est préférable, et est avant tout destinée à un large public, c'est-à-dire tous ceux, toutes celles qui s'intéressent aux enjeux géopolitiques contemporains, selon les thèmes traités bien évidemment. Alors cela tombe très bien que nous ayons ce volume, puisque pour ma part, je ne suis pas un spécialiste de l'Amérique latine, mais j'ai véritablement pris un vif intérêt à la lecture de ce volume qui m'a permis de me mettre à jour, tout d'abord, de reprendre les grandes problématiques qui traversent le sous-continent. Et l'intérêt de ce bouquin, c'est que ces problématiques, elles sont bien évidemment politiques, géopolitiques, économiques, mais aussi sociétales, mais aussi culturelles, ce qui donne véritablement un panorama assez complet, bien que non exhaustif, de la situation du sous-continent et des grands défis que celui-ci traverse. J'insiste aussi sur un autre point qui me paraît vraiment très important, et c'est un vrai plaisir pour le lecteur, c'est la qualité de la cartographie, de l'infographie qui vient en appui des démonstrations écrites, et c'est vraiment très utile de procéder ainsi. Et de ce point de vue-là, un grand merci à l'auteur qui est parmi nous ce soir. Merci aussi infiniment à Aude Adley et à Franck Gaudichaud pour avoir bien voulu accepter notre invitation à participer à cette conférence débat ce soir et pour nous faire partager leurs réflexions et leurs analyses, eux qui sont aussi, ainsi que Christophe bien sûr, de véritables spécialistes de l'Amérique latine. Alors ces choses étant dites et ces compliments effectués, j'aimerais poser une première question à Christophe, l'auteur, et à tout seigneur, tout honneur bien évidemment. C'est un peu une question d'ordre méthodologique, c'est-à-dire que nous avons avec cette collection un cadre contraint, c'est 40 fiches de présentation des grandes thématiques, et la question qui se pose évidemment pour le profane, c'est quels sont les objectifs que tu t'étais fixés au début de l'écriture de ce volume? Comment as-tu procédé pour nous présenter ce que tu juges, toi, l'essentiel des grandes dynamiques, sans encore une fois pouvoir prétendre à l'exhaustivité? En un mot, sur quels critères as-tu choisi les thèmes que tu as déclinés au cours de ce volume et qui permet au lecteur, une fois refermé ce volume, j'en témoigne, d'être plus intelligent que quand on ouvre à la première page? Merci beaucoup Didier pour cette introduction tout à fait sympathique pour l'auteur. Merci. Alors pour répondre à ta question, juste j'ai voulu finalement tenir un peu plusieurs bouts en même temps, si je puis dire. C'est-à-dire à la fois effectivement m'inscrire dans l'esprit de la collection, qui est celui que tu as très bien décrit. L'idée de faire un ouvrage qui puisse être lu vraiment par le plus grand nombre possible, hein. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de quelque part, c'est de populariser un petit peu, disons, l'Amérique latine, sa diversité, son histoire, ses sociétés, etc., à travers des fiches donc, qui peuvent être lues les unes séparément des autres, etc., ou plusieurs en même temps, enfin un peu comme on a envie. Donc ça, c'est très très bien comme parti pris. Mais donc moi, j'ai voulu à la fois faire ça et j'ai voulu à la fois qui est quand même une sorte de cohérence et de progression, en fait, dans le propos, dans les thématiques, pour pouvoir donner ma lecture, en tout cas, mon analyse de la place qu'occupe cette région aujourd'hui dans, on va dire, ou sur certaines des grandes thématiques, problématiques qui structurent le champ des relations internationales. Et c'est pour ça que j'ai voulu à la fois faire quelque chose qui permette d'avoir des éclairages parfois assez disons, précis sur un aspect qui peut être politique, qui peut être social, qui peut être culturel, comme tu l'as dit, par exemple sur les arts, ou des choses un peu étonnantes comme la question de la crypto-monnaie, parce que l'Amérique latine est une des régions où cet enjeu est en train de monter très fort. Donc j'ai voulu parfois faire ça, et en même temps, disons, comprendre quels étaient les rapports de l'Amérique latine comme région avec le reste du monde, en quelque sorte, et comment elle s'insérait
finalement, dans les dynamiques internationales, l'ordre international, qui est à la fois politique, mais aussi économique. Et j'ai voulu faire un petit peu tout ça en tenant tous les bouts. Et enfin, en le faisant, alors avec une contrainte qui n'était pas évidente, parce que comme c'est un ouvrage où il fallait traiter de la région, il fallait que je ne pouvais pas faire des fiches sur des pays. On ne pouvait pas faire une fiche sur le Brésil ou le Mexique, parce que sinon, pourquoi pas sur la Bolivie ou la Jamaïque. Donc, du coup, j'ai essayé aussi dans ma méthodologie de faire des thèmes qui me permettaient quand même d'évoquer, par des éclairages sectoriels, eh bien, à peu près l'ensemble des pays. Je ne dis pas tous, mais à peu près l'ensemble. Et quand je dis l'ensemble des pays, j'ai vraiment veillé à justement ne pas évoquer que les usual suspects, si tu me permets l'expression, c'est-à-dire le Brésil, le Mexique, la Colombie, le Venezuela, etc. Bien sûr, ils sont là, mais j'ai voulu aussi donner des éclairages qui permettaient de peut-être de découvrir ou toucher du doigt certains pays beaucoup moins connus, comme, je ne sais pas, par exemple, Montserrat dans la Caraïbe, ou justement pas mal de pays caribéens, etc. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu tout ça comme ça, mais en donnant une cohérence, encore une fois, et une progression pour comprendre l'histoire et les sociétés latino-américaines et l'insertion de la région dans les grandes problématiques internationales. D'accord. Alors, je voudrais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je te repasserai la parole ensuite. Et je voudrais adresser une question à Aude, qui est responsable du département Amérique latine et Caraïbes du Secours catholique Caritas France, et qui, pour sa part, entre autres dossiers, a beaucoup travaillé sur la Colombie. Je lisais récemment que des négociations allaient reprendre entre le gouvernement colombien dirigé par Gustavo Petro et l'armée de libération nationale. On sait que ces négociations avaient été avaient été conclues par un accord avec les FARC en 2016, si mes souvenirs sont bons, et que celle avec l'ELN, l'armée de libération nationale, avait été suspendue en 2019. Donc, est-ce que la reprise de ces négociations annonce une bonne nouvelle? A priori, oui, tout en restant modérément optimiste et en restant froid et calme. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'on peut attendre de ces avancées potentielles? Quelles sont les perspectives qui sont ouvertes par ces avancées potentielles? Mais aussi quels sont les défis, quels sont les obstacles et quels sont, bien sûr, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir, dans les meilleurs délais, peut-on souhaiter, à des résultats positifs. Puis alors, dernier élément, en quoi ce processus de transition peut-il, ou non d'ailleurs, servir de référence à d'autres cas concrets sur le sous-continent latino-américain? Donc il y a beaucoup de questions, et la règle, c'est qu'on essaye de se concentrer sur 12, 13, 14 minutes maximum. Donc, Aude, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Didier, merci à tous pour cette invitation. Alors, c'est effectivement une situation exceptionnelle qu'on connaît en Colombie depuis le mois d'août et l'arrivée au pouvoir donc, de Gustavo Petro en tant que président. J'aime bien rappeler aussi le tandem qu'il forme avec sa vice-présidente, avec Francia Márquez. Pour la première fois, une vice-présidente afrodescendante. Hein, donc, on le sait, je pense qu'il doit y avoir une fiche dans le livre de Christophe sur la question des populations d'origine africaine. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un, cette vice-présidente très connue en tant que militante des droits humains et de l'environnement. Donc on a un panorama absolument historique en Colombie depuis le 7 août dernier avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Ça contraste énormément avec les situations précédentes puisque la Colombie, c'est un pays qui constituait jusqu'alors un véritable bastion de la droite en Amérique latine. La gauche n'avait jamais gouverné le pays. Et ce qu'on voit par rapport à la question que tu poses, Didier, c'est très nettement cet engagement du nouveau gouvernement pour la paix. La paix totale, c'est un peu le slogan qui est mis en avant aujourd'hui par le gouvernement. Ça contraste très clairement avec le mandat précédent, puisqu'on avait un président qui était absolument hostile à l'accord de paix signé en 2016 avec les FARC. Aujourd'hui, on voit effectivement une reprise des dialogues avec l'armée de libération nationale, avec l'ELN.
ça se matérialise aussi, ce changement d'approche par une reprise du dialogue avec le Venezuela, avec aussi, si je me situe sur un plan un petit peu plus large, un autre type de dialogue entre la Colombie et les États-Unis. On l'a vu dans les échanges qu'il y a pu y avoir entre Petro et le gouvernement américain, avec tout à fait un autre discours, notamment par rapport à la question des drogues. Donc, changement majeur en Colombie. Alors, effectivement, le FARC et ELN, ce n'est pas la même chose. Pour différents points, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais les FARC, on était en face d'une armée, c'était bien le nom, FARC-EP, donc il y avait un fonctionnement armé, de structure armée, ce qui veut dire aussi que quand on négociait avec la tête, les bases suivaient. L'ELN est une structure, on le sait, beaucoup plus décentralisée. Ça fonctionne par bloc, donc c'est plus difficile aussi d'avoir un accord global avec cette guérilla. Ce qui joue aussi très nettement, c'est qu'on le sait, plus de 300 combattants ex-FARC ont été assassinés depuis la signature de l'accord de paix. Manque de protection, manque de garantie, manque de sécurité. Donc ça, c'est aussi un élément qui va peser dans de futurs dialogue, c'est-à-dire quelle protection, quelle garantie on signe, et on a un précédent, c'est-à-dire les FARC ont signé et il y a plus de 300 combattants qui ont été assassinés. Il y a des menaces aussi sur les familles et les perspectives aussi de réintégration sociale, économique, politique. Elles sont compliquées. Donc, ça peut aussi, dans la négociation que va porter l'ELN, être des points qui seront plus fortement mis en avant. Donc ça peut constituer un obstacle, même s'il y a une volonté d'avancer dans ces négociations. Je pense que le pari que fait Petro de cette paix totale, c'est tout à fait intelligent et c'est tout à fait ce qu'il faut faire dans ce pays qui n'en sort plus de cette violence. Donc là, ça peut être vraiment une façon de transformer la réalité profonde de la Colombie. Quelque chose qui va certainement jouer, c'est la question aussi de l'implication plus largement des communautés, des habitants de ces territoires où sévit l'ELN. Donc, quelle implication, quel mécanisme aussi pour entendre la voix de ceux qui à la fois ont été des victimes du conflit, mais qui sont aussi des acteurs de paix aujourd'hui. Donc ça peut être aussi un panorama qui peut être assez intéressant. On se souvient que lorsqu'il y a eu les négociations qui ont abouti à l'accord de paix avec les FARC, des représentants des victimes s'étaient rendus à La Havane, avaient pu exprimer aussi leur souffrance et leur pari pour la paix. Quelle va être la place des communautés, quelle va être la place des habitants des territoires où sévit actuellement l'ELN dans ce processus large? Je pense que ça peut être en tout cas un défi à relever pour que ces dialogues soient le plus inclusifs possible. En termes de moyens, il y a déjà deux choses qui se dessinent et qui me paraissent importantes. C'est l'accompagnement offert par l'Église catholique. On le sait, sur de précédentes négociations, l'Église catholique avait joué un rôle de médiation pour justement faciliter le dialogue entre l'ELN et le gouvernement. Comme tu l'as rappelé, ça avait été suspendu, mais il y avait en tout cas cette bonne disponibilité de l'Église catholique, et on sait qu'elle joue un rôle en Colombie sur ces questions de paix et de justice. Là, cette fois-ci, encore une fois, l'Église catholique a accepté de jouer ce rôle d'accompagnement pour faciliter ce dialogue en vue d'un accord de paix. L'autre élément, c'est que la mission des Nations Unies de vérification de l'accord de paix, qui est en place pour justement suivre la mise en œuvre de l'accord de paix, notamment sur les dimensions qui concernent la réintégration politique, économique et la protection des anciens combattants, cette mission des Nations Unies en Colombie est tout à fait disposée aussi à s'impliquer et à pouvoir suivre aussi ce processus de négociation. Donc, le gouvernement n'est pas seul, on va dire, dans cette dynamique-là. Il peut compter aussi sur ces deux forces-là que j'ai rappelées, Mission des Nations Unies, l'Église catholique. Les deux ont des rôles évidemment très différents, mais qui peuvent être complémentaires. La question qui se joue, ça va être aussi quel gain peut percevoir l'ELN dans cette configuration. Et à mon sens, ce qui va surtout pouvoir jouer, c'est aussi qu'est-ce qu'on est en mesure de garantir face à des combattants qui se démobilisent. Et on voit bien que dans le cas des FARC, qui est le cas actuellement, ça reste quelque chose de très complexe. Alors, c'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on suit particulièrement au Secours catholique. Nous, on est un acteur
basé à Paris, mais allié et soutien d'acteurs d'église et de société civile en Colombie depuis presque 3 décennies. Donc, on a une bonne connaissance de ce pays et de ses acteurs pour la paix. Et je voulais, si tu me le permets, élargir un petit peu les choses et se dire qu'est-ce que ça change aussi ce contexte, ce nouveau contexte en Colombie pour les gens qui sont sur le terrain et qui essayent de construire la paix dans les différentes communautés. Alors, plusieurs points que j'aimerais souligner. Encore une fois, c'est la première fois que dans l'histoire colombienne récente, on a une convergence et une proximité entre les options du gouvernement et les options des acteurs sociaux, ONG, Église. Donc, c'est une opportunité historique pour construire la paix, pour sauver, entre guillemets, l'accord de paix de 2016, parce que sous le mandat précédent, il a été assez ralenti et ça a pu créer énormément de frustration. Et puis par rapport à ces perspectives qu'on évoquait dans le cas de l'ELN, sans oublier qu'il y a aussi d'autres groupes armés, ils sont nombreux, ils n'ont pas forcément une vision politique et ça sera difficile d'avancer, mais en tout cas il y a une convergence entre les options du gouvernement et les options de ceux qui sont engagés sur le terrain sur ces enjeux de paix. Donc ça c'est un point d'appui extrêmement fort. L'autre point d'appui, me semble-t-il, c'est que ce changement de gouvernement ouvre aussi pour la société civile des perspectives de dialogue avec le niveau national. C'était quasiment bloqué, inexistant sous la mandature précédente, donc avec la présidence bien sûr, avec les ministères, avec d'autres agences. Tout en ayant conscience évidemment que le niveau national ne va pas tout régler. On sait aussi que le gouvernement va être appelé à avoir des négociations aussi avec le Congrès. Donc tout n'est pas acquis, le chemin n'est pas complètement libre, mais on voit qu'il y a ces perspectives de dialogue. Et de fait, nous on le constate et nos partenaires nous le disaient, ils sont très sollicités pour contribuer au dialogue, par exemple pour le plan national de développement. Donc ça, c'est des points aussi intéressants qu'il y ait aussi ce dialogue, cette relation complémentaire entre le gouvernement et la société civile. On sent aussi pour la première fois, et c'est très fort pour un pays aussi polarisé que la Colombie, une vraie attention du gouvernement national aux territoires historiquement marginalisés, affectés par le conflit. Donc là aussi, c'est un point d'appui pour tous les acteurs et les communautés de ces territoires. Il y a beaucoup de processus très intéressants dans les territoires, portés par les communautés, portés par des leaders sociaux. Ils ont été extrêmement menacés au cours de l'histoire récente. Et là, on sent une attention du gouvernement par rapport à ces territoires victimes de conflits et de violences. Donc ça aussi, ça nous semble être un point extrêmement intéressant sur lequel les acteurs d'église, de société civile peuvent avoir un rôle. Ils sont présents, légitimes dans les territoires, ils peuvent donc encourager ce dialogue social territorial et appuyer le gouvernement à avoir une approche territoriale. Donc ça, c'est des choses qui nous paraissent importantes. Ça peut se traduire par des initiatives, on va dire, de participation citoyenne, de dialogue pour trouver d'autres chemins que la violence et d'efforts pour construire une bonne gouvernance au niveau local et régional. Ça, c'est des champs dans lesquels nos partenaires, les organisations de base sont déjà très impliqués. Et là, maintenant, on voit que ça peut aussi monter à l'échelle quelque part puisqu'il y a une écoute, un intérêt de la part du gouvernement national. Un autre élément que j'aimerais mentionner, alors ça peut paraître un petit peu trivial, mais on le constate dans ce nouveau contexte politique colombien, de nombreuses personnalités de la société civile quittent les ONG pour rejoindre le gouvernement. Alors nous, ça nous fait des changements dans les interactions qu'on a avec nos partenaires. C'est évidemment extrêmement intéressant et positif puisque ça montre que le gouvernement cherche à s'appuyer aussi sur des personnalités reconnues, expertes, engagées, militantes. Alors le petit point d'attention, c'est effectivement que ça n'aille pas affaiblir les ONG qui ont bien sûr leur rôle à jouer dans ce nouveau contexte. Ça m'amène aussi au point sur lequel on a eu déjà pas mal d'échanges avec nos partenaires, qui est de dire même si le contexte est très enthousiasmant et plein d'espérance, il s'agit de rester critique. Il y a eu des déceptions par le passé, je pense à la Bolivie, je pense aussi au Brésil dans une certaine mesure. Donc nos partenaires colombiens sont très attentifs à ça, à se dire que malgré l'enthousiasme, malgré l'espoir que représentent les de Petro pour la paix et pour des changements structurels profonds. On a vu récemment cette réforme fiscale qui a été travaillée. C'est aussi des changements dont la Colombie a besoin. Bon, voilà, restons critiques. C'est important que les acteurs sociaux continuent aussi de jouer leur rôle de veille citoyenne sur les actions du gouvernement, de rester réalistes également, parce que cette transformation du pays, elle va prendre du temps. Et on sent aujourd'hui énormément d'attentes de la part du secteur progressiste.
d'autres points, et j'arrive à la fin des points, mais il me semble qu'un autre élément à ne pas oublier, c'est que le continent est très polarisé, la Colombie est extrêmement polarisée. On l'a vu quand il y a eu le fameux plébiscite de novembre 2016 pour l'accord de paix, le pays a voté non. Voilà, donc on est quand même dans un contexte où tout ce qui reste autour de l'éducation, la pédagogie pour la paix, ça reste extrêmement important. Et là-dessus, c'est bien évidemment un champ sur lequel s'investissent les acteurs de société civile, les acteurs d'église, les acteurs dans les processus, dans les territoires. Donc, ces démarches, on va dire, d'éducation, de pédagogie pour la paix, c'est extrêmement important, notamment auprès des jeunes, pour porter aussi tous les sujets sur la non-répétition du conflit, les questions de justice transitionnelle, de vérité, l'importance du dialogue. Et il me semble que c'est quelque chose qui permettra aussi, dans la durée, une bonne réception des actions de transformation qui sont actuellement promues par le gouvernement. Enfin, il me semble qu'on est dans un changement de contexte qui amène aussi les organisations de société civile à renforcer un plaidoyer de co-construction. Et ça leur permet aussi, ce nouveau contexte, de s'investir dans la co-construction de politiques publiques. C'est important parce que ces dernières années, on était beaucoup plus dans un plaidoyer de dénonciation face aux violences et au manque de volonté politique du gouvernement pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Ça ne veut pas dire que ce plaidoyer de dénonciation, il faille le stopper. Bien sûr, il y a encore des violences, il y a encore des assassinats, il y a encore des situations extrêmement difficiles qu'il faut pouvoir dénoncer. Donc, ce plaidoyer sera encore nécessaire, mais il faut renforcer aussi ce plaidoyer de co-construction. Et pour nous, c'est un point aussi important dans notre posture d'allié en tant qu'ONG du Nord, solidaire des acteurs locaux, de pouvoir aussi porter un plaidoyer de co-construction dans nos interactions avec des instances françaises et européennes. Je terminerai juste avec le fait de dire que la situation de la Colombie, elle est assez particulière dans tout le panorama latino-américain. Il y a une histoire de conflit armé, donc c'est évidemment très particulier. Néanmoins, il nous semble que ces stratégies d'action, d'alliance autour du dialogue, de la co-construction, de l'articulation entre travail au niveau national et au niveau territorial, ça peut être des choses qui peuvent être tout à fait inspirantes pour d'autres mouvements sociaux et pour d'autres organisations de société civile en Amérique latine. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, mais merci beaucoup pour ce point très clair et très précis, parce qu'en réalité, comme beaucoup d'autres pays de l'Amérique latine, la France connaît mal. On a peu d'informations. Évidemment, vous travaillez, les spécialistes, mais dans les médias plus généraux, on a peu d'informations, insuffisamment d'informations, et pourtant, il y a des enjeux politiques de première importance, comme tu les as parfaitement présentés et résumés. Franck Gaudichaud est pour sa part professeur en histoire et études latino-américaines à Toulouse, à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et lui, j'aimerais le solliciter sur un pays dont on a un peu plus parlé ces dernières semaines, à savoir le Chili. On sait qu'effectivement, il y a eu un référendum constitutionnel au Chili qui a été organisé au début du mois de septembre. Le résultat a été sans appel, puisque ce référendum constitutionnel a été rejeté à près de 62% des suffrages exprimés, et dans un cadre où il y a eu une très forte participation. Alors j'ai compris qu'il y avait une sorte de vote obligatoire avec inscription automatique. Peut-être est-ce un élément, tu y reviendras certainement, mais j'avoue qu'on peut être un peu surpris par ce résultat négatif, parce que les enjeux autour de ce référendum constitutionnel avaient été présentés comme un référendum qui, en tant que tel, pouvait amener de nombreuses avancées et qui pouvait aussi constituer des points d'appui pour aller éventuellement plus loin dans une période ultérieure. Or, il a été refusé, et c'est d'autant plus étonnant, pour le profane que je suis, que ce processus constitutionnel, de réforme constitutionnelle, s'inscrivait ou semblait s'inscrire dans la logique des mouvements de contestation et des mouvements sociaux de 2019, semblait aussi s'inscrire dans la logique de l'élection de Gabriel Boric en 2021, et donc c'est un peu la divine surprise, malheureusement, peut-on le regretter probablement, et j'aimerais que tu nous donnes le contexte, que tu nous expliques les raisons qui aboutissent à ce résultat, et donc les perspectives politiques qui s'ouvrent éventuellement au Chili désormais. D'accord. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci également de l'invitation, et félicitations à Christophe pour ce bouquin. Moi, donc, je suis enseignant-chercheur et je suis sûr que ces fiches pourront servir très largement à mes étudiants pour faire des points justement autour de l'Amérique latine contemporaine. Alors, si on se centre effectivement sur la question chilienne,
Oui, on en a quand même parlé dans les médias français et européens, parce que c'est notamment par l'impact et la surprise que ça a pu provoquer ce rejet très, très massif du texte constitutionnel qui a été rédigé pendant un an. Et alors que si on regardait d'un peu de loin, on pensait à ces 3 années qui ont été quand même scandées par des grands moments de mobilisation populaire, tout d'abord en octobre 2019, où on voyait que un des slogans, c'était le Chile despertó, non, le Chili s'est réveillé, avec cette impression aussi que après 30 années de néolibéralisme, depuis la sortie de la dictature, dans un pays qui était souvent qualifié de laboratoire du capitalisme néolibéral, où le Chili était souvent présenté comme le pays stable dans la région du point de vue notamment du néolibéralisme. Tout d'un coup, il y avait une éruption par en bas d'acteurs multiples d'ailleurs, populaires, la jeunesse au centre des mobilisations et progressivement une inondation, on pourrait dire. Tous les secteurs sociaux ont été percutés par la force d'octobre 2019, par la force et l'impact de cette interpellation finalement par en bas contre les institutions, contre le gouvernement de l'époque, celui de Sébastien Piñera, donc le gouvernement de droite. Mais plus largement, c'était aussi un cri, une rage, d'une certaine manière, contre un système politique. C'était pas seulement le gouvernement qui était désigné à ce moment-là. Il y a plein de slogans qui ont circulé, mais un autre, c'était no son 30 años, no son 30 pesos, son 30 años. Donc, ce ne sont pas 30 centimes d'augmentation du billet de métro qui est la raison de fond, même si cette augmentation a été l'étincelle finalement qui a fait que la jeunesse a commencé à se mobiliser, à sauter les tourniquets du métro. Mais ce sont 30 années d'une démocratie complètement inachevée, d'une démocratie partielle, d'une démocratie néolibérale, d'une démocratie dans laquelle la constitution de Pinochet a été maintenue, ce qui est quand même un paradoxe assez important, malgré ses réformes, parce qu'il y a eu des réformes constitutionnelles. Il y avait donc ce mécontentement sous-jacent depuis plusieurs années qui a explosé, qui avait été précédé de multiples résistances sociales et populaires. Et pour ceux qui lisent le Chili depuis longtemps ou qui y vivent, évidemment, ça couvait depuis très longtemps. Il y avait les mouvements étudiants de 2011, il y avait les nouvelles luttes syndicales chez les mineurs et les sous-traitants en 2006-2007. Il y avait tout le mouvement contre les fonds de pension et les retraites privatisées qui avait pris de l'ampleur. Il y avait évidemment la force du mouvement féministe à partir de mai 2018, qui a vraiment fait trembler toute la société chilienne, une société qui reste très conservatrice. On peut donner un exemple, le divorce au Chili, c'est 2004. Pour les femmes, pour pouvoir se divorcer vraiment de leur propre volonté, sans un ensemble de pièges bureaucratiques, c'est 2004. Donc, c'est quand même très, très, très tardif. Donc le mouvement féministe, donc plein d'acteurs qui se sont mobilisés et qui en 2019, face à cette explosion, convergent aussi dans l'idée qu'il faut de nouveaux droits sociaux, une sécurité sociale, enfin une éducation publique, mettre fin aux fonds de pension et reconstruire un système de retraite par répartition, et aussi une nouvelle constitution. Donc ça a été le point de départ du cycle qui nous a fait arriver jusqu'au dernier mois et jusqu'à la surprise du rejet de ce texte constitutionnel. Et comme tu le disais, si on lisait la séquence qui s'ouvre en octobre 2019, elle paraissait à chaque fois consolider une perspective de transformation, de changement partiel, mais de changement réel qui tendait vers une démocratisation du modèle chilien et aussi vers des éléments de post-néolibéralisme, en tout cas de nouveaux droits sociaux. Ça a signifié l'ouverture du processus constituant, qui a été lui-même très disputé, et on pourra y revenir, mais il faut rappeler qu'initialement, quand l'actuel président, Gabriel Boric, alors député et leader de la coalition de gauche du Front Large,
propose de négocier avec la droite une sortie constitutionnelle à la grande crise d'octobre 2019, il a été très fortement critiqué par toute une partie des mouvements sociaux, par sa gauche également, parce qu'en gros, il négociait avec les secteurs de la droite une sortie institutionnelle au moment où dans la rue, il y avait la répression, une répression très forte, de nombreuses arrestations, plus de 400 mutilés oculaires, des abus sexuels à répétition dans les commissariats, le thème des prisonniers de la révolte sociale. Donc, c'est quand même né dans la douleur, ce processus, et de manière déjà très polarisée et très tendue. N'empêche que c'est ouvert, malgré tout, une porte vers une transformation et la fin de la constitution de Pinochet, ce qui n'est pas rien, dans ce Chili où les enclaves autoritaires restent très, très fortes, institutionnelles notamment. Et cette porte qui s'est ouverte, elle a aussi montré qu'elle pouvait aller beaucoup plus loin que ce que qu'auraient voulu les partis du Parlement qui ont négocié avec Boric. Initialement, le désir du gouvernement de droite, évidemment de Piñera, mais aussi de la grande majorité des partis parlementaires, c'était de ouvrir la porte d'un changement constitutionnel, mais le plus contrôlé possible, un chemin vraiment le plus modéré possible de réforme partielle vers une nouvelle constitution. Finalement, ce qui s'est passé il y a eu un débordement. Ce débordement dans la rue, il a été aussi dans les institutions, d'une certaine manière, dans la Convention constitutionnelle, puisqu'en octobre 2020, il faut rappeler que 80% de ceux qui votent, il faut rappeler qu'il y avait aussi 50% d'abstention. Et là, j'attire l'attention sur cet élément. Mais 80% de ceux qui votent ont dit oui à une nouvelle constitution et oui à une convention constitutionnelle élue au suffrage universel. Donc déjà, ça ouvrait un peu plus grand la porte vers une transformation constitutionnelle. Et quand il y a eu en mai 2021 l'élection, elle a marqué fortement à gauche, fortement vers le féminisme, fortement vers les peuples autochtones, fortement vers les indépendants, la coloration de la Convention constitutionnelle. D'une certaine manière, octobre 2019 s'est aussi exprimé dans le vote constitutionnel de mai 2021. En tout cas, il y a eu un effet différé de cette révolte-là, y compris dans l'espace de la Convention. C'est pour ça qu'on a vu tout un grand nombre d'indépendants qui n'avaient jamais eu de responsabilité politique, ni même syndicale, ni même associative d'ailleurs, qui étaient issus du mouvement, ils se sont retrouvés élus députés constituants. C'est pour ça qu'on a vu aussi une forte présence des féministes et d'un féminisme vraiment radical, un féministe qui se revendiquait encore aujourd'hui de l'antinéolibéralisme, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a eu, on a en gros obtenu des sièges pour les peuples autochtones et les secteurs les plus conservateurs se sont retrouvés un peu minorisés dans cet espace de la rédaction de la Constitution. Je pense que c'est important de le souligner parce que ça explique pourquoi le texte, finalement, un an après, si on saute quelques étapes, était aussi progressiste et aussi avancé. Dans un Chili, dans ce qu'on voit aujourd'hui, dans un Chili qui est resté en grande partie conservateur malgré tout. Donc les paradoxes ont commencé à jouer. On s'est retrouvé avec un texte constitutionnel très avancé, avec des avancées en termes de parité, de droits des femmes, sur les droits reproductifs, sur la reconnaissance du travail domestique rémunéré et non rémunéré, sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement libre et gratuit. Un texte constitutionnel très avancé sur les questions autochtones, des droits et revendications notamment du peuple mapuche, qui conduisait à construire un État plurinational, comme en Bolivie, dans un Chili historiquement ultra centralisé, ultra unitaire, dominé par l'oligarchie blanche, etc. Évidemment, ça aussi, c'était très, très avancé comme proposition. On pourrait parler du retour de l'eau comme un bien commun, les questions de biens communs naturels, dans un Chili où les ressources naturelles ont été entièrement privatisées, sont aux mains du marché et sont extraites et exportées à l'échelle globale. On pourrait parler de l'élimination du Sénat,
On pourrait parler de la construction d'un État dit régional pour décentraliser le pouvoir. Donc, un ensemble, les droits sociaux, évidemment, sécurité sociale, éducation publique, santé publique, la construction du droit de grève et de la négociation par branche pour le syndicalisme, ce qui, pour le patronat chilien, il pensait qu'on allait revenir à l'époque d'Allende quasiment. C'était la révolution pour eux. Voilà, un ensemble de choses qui faisaient que ce texte allait très loin. Et patatras, il a été refusé par référendum. Et entre-temps, pourtant, de nouveau dans les urnes, la gauche a gagné. Gabriel Boric a gagné les élections présidentielles en décembre 2021 face à l'extrême droite. Donc là aussi, on avait des indices, il y avait des alarmes qui se sont allumées quand même. Il y avait le niveau d'abstention qui s'est maintenu, je l'ai mentionné tout à l'heure, à 50%. Il y avait l'extrême droite qui a continué à monter très fortement. Cast, le représentant de l'extrême droite, était premier au premier tour des élections présidentielles. Mais malgré tout, la gauche a réussi à transformer l'essai. Et on a une coalition entre le Parti communiste et le Front Large qui gouverne aujourd'hui. En rappelant qu'il y a à peine 10 ans, Gabriel Boric était un leader étudiant, leader du syndicalisme étudiant. Donc les trajectoires sont quand même incroyablement rapides. Mais malgré tout, pour ce référendum, rejet rapide, rejet massif. Et j'allais dire, je vais être rapide dans les quelques minutes qui me restent sur les éléments qui expliquent ce rejet massif. Évidemment, on a tous été étonnés. Les instituts de sondage, les spécialistes du Chili, la gauche chilienne, le mouvement féministe, tout le monde est tombé de sa chaise. Il y avait des indices qui montraient que peut-être le rejet allait gagner, mais de manière très serrée. Et parfois, on pensait que c'était le oui à la nouvelle constitution qui allait gagner. Et finalement, c'est 62% contre le texte constitutionnel le plus démocratique de l'histoire du Chili, et l'un des textes constitutionnels les plus démocratiques, les plus avancés, en tout cas, en termes de droits sociaux, de l'histoire latino-américaine. Il était massivement rejeté par la population. Il y a un effet, premier effet à mon avis, c'est il y a eu un vote sanction dans un contexte de crise économique qui vraiment prend de l'ampleur très fortement au Chili, dans toute la région, d'inflation, et où le thème de l'insécurité a explosé à Santiago et dans plusieurs villes du Chili. Donc là, il y a eu un vote de sanction plus que contre la Constitution elle-même, contre la situation que vivent les Chiliens et les Chiliennes au quotidien. La précarité, le travail difficile, l'inflation, le thème de l'insécurité. Il y a eu aussi un vote de sanction contre le gouvernement Boric. À 6 mois des débuts du gouvernement, il y a des déçus déjà du gouvernement. Il a peu avancé dans ses réformes. Il est minoritaire au Parlement, donc il a un peu aussi les mains liées. Il a fortement modéré son discours sur ses promesses de campagne. Et donc là, c'est un effet combiné de ce côté-là. Il y a un autre effet qui est clairement médiatique. Le camp du rejet a mené une campagne très offensive. Et aujourd'hui, on a les chiffres avec 10 fois, 20 fois, 30 fois plus de moyens que le camp du oui, avec des fake news à répétition, on va vous voler votre maison. La plurinationalité, ça va signifier que les citoyens métis et blancs vont devenir des citoyens de seconde zone. Voilà, une campagne très agressive qui a mélangé une certaine réussite médiatique, une hégémonie médiatique et les fake news, et ça a eu de l'effet vraiment dans l'opinion publique. Il y a aussi le fait que la Convention constitutionnelle n'a pas convaincu. Il faut aussi analyser ça. Il y a eu des difficultés pour montrer l'utilité concrète, dans la vie concrète des gens, de devenir un État plurinational, toutes ces avancées en termes de parité, de droits féministes, n'ont pas toujours été analysées au sein des classes populaires, dans le quotidien des Chiliens et des Chiliennes. Les dernières études qui viennent de sortir sont impressionnantes. Dans quel secteur on vote très massivement contre la nouvelle constitution? Ce sont dans les secteurs populaires et dans les communes les plus précaires du pays, jusqu'à 75%. Donc là, il y a vraiment une déconnexion entre le texte lui-même, la convention telle qu'elle a rédigé ce texte, très avancé, avec des nouveaux droits sociaux, les droits écologiques, etc.,
et des classes populaires qui, elles, n'ont pas senti comme leur ce texte. Et donc là, il y a aussi un travail d'introspection à faire du côté des gauches, du mouvement social et du manque d'ancrage, en fait, dans la société pour venir défendre ce texte profondément. Et dans la minute qui reste, les perspectives, le gouvernement a subi une défaite politique majeure en même temps que tous les mouvements sociaux, la société civile qui a accompagné cette perspective constitutionnelle. Cette défaite politique majeure elle se traduit par le fait que le nouveau cabinet est encore plus au centre, avec des ministres de l'ex-concertation, qui sont maintenant des ministres clés du cabinet Boric. Et donc, on sait qu'on va vers une deuxième moitié de mandat qui va être très modéré. Malgré tout, le processus constituant n'est pas fermé. Et ça, c'est une promesse de Boric. Il a dit, le référendum d'ouverture du processus constituant avait dit oui à 80% de nouvelle constitution, on va essayer de la construire. Mais c'est au Parlement, au parti du Congrès, en fait, de le construire. Donc, on va avoir à nouveau, disons, les partis, notamment de la droite chilienne, qui vont avoir un poids beaucoup plus fort sur la construction de ce nouveau chemin constituant. Et donc, on peut parier que le texte futur sera beaucoup plus modéré, beaucoup plus timide sur un ensemble de sujets. Mais malgré tout, il y a une porte qui reste entrouverte, on peut dire désormais. Et là, la société civile, les mouvements sociaux, le mouvement féministe ont un rôle à jouer pour continuer à pousser, en fait, pour aller le plus loin possible et remettre au centre la question des droits sociaux et faire le lien entre la situation de précarité que vivent aujourd'hui les Chiliens et les Chiliennes et la perspective démocratique d'un nouveau texte constitutionnel. Merci vraiment beaucoup pour la clarté de l'exposé et pour les clés de compréhension dont nous avons tous besoin. Ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair et en même temps, ça ne ferme pas les perspectives potentielles progressistes qui peuvent exister dans ce pays. Je voudrais te poser une dernière question, Christophe, avant de laisser la parole à nos amis connectés. Nous sommes actuellement 185 participants, donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions dans une deuxième séquence et que les uns et les autres, vous pourrez préciser tel ou tel point de vos réflexions sur la Colombie, sur le Chili ou tout autre sujet, bien sûr. Mais avant de passer la parole, alors c'est moi qui passerai la parole, c'est un privilège. Donc, je demande à tous ceux qui sont connectés d'envoyer leurs questions par chat. Christophe, tu parles à de maintes reprises de ce que tu appelles le cycle progressiste. Et tu y consacres même deux chapitres, deux fiches dans le livre. J'aimerais que tu nous expliques un peu ce que tu entends par ce concept. Il me paraît très important, notons que tu le séquences dans l'histoire récente, avec des avancées, avec des reculs, avec des rebonds, etc. Ça me paraît très important. Et puis, alors, la question, évidemment, c'est dans quel moment nous trouvons-nous de ce cycle progressiste, ou ce que tu définis comme tel, avec évidemment une attention toute particulière que nous avons tous sur ce qui peut se passer au Brésil dans quelques semaines avec le deuxième tour des élections présidentielles qui s'annonce moins assuré que ce qu'on pouvait prévoir, et avec une difficulté pour Lula à remporter la victoire, mais je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure en quelque sorte que ce soit. Donc, Christophe, sur ce cycle progressiste, peux-tu nous préciser un petit peu ce que tu entends par là? Merci Didier, merci à Aude et à Franck pour vos interventions vraiment excellentes, d'une grande clarté. Et justement, je pense que ce qui est intéressant en plus, c'est que ça nous permet peut-être d'entrer dans la question que tu poses, Didier, dans le sens où on a deux exemples en Colombie et au Chili qui justement sont des pays qui font un peu partie de cette histoire, de ce cycle justement qui a 20 ans d'existence, qui a eu des hauts débats, comme tu l'as dit. Alors, d'abord, j'ai voulu faire ces deux fiches parce que justement, j'ai voulu étudier comment se déroulent des phénomènes politiques, sociopolitiques sur quand même un temps assez long. Parce que justement, je crois que l'Amérique latine, qui est souvent un peu un laboratoire où on peut dessiner, en tout cas identifier certaines tendances politiques assez importantes qui, évidemment, sont latino-américaines, mais qui, en général, trouvent des formes d'existence et de développement ailleurs. Donc, c'est un peu cette idée de laboratoire qui est intéressant là-bas. Et du coup, on voit bien en Amérique latine, sur 20 ans d'études,
comment opèrent les changements en fait, politiques et sociaux, hein. On voit que c'est toujours avec des logiques d'avancée, de recul, de blocage, que ce n'est pas linéaire, qu'il n'y a pas justement, disons, des dynamiques qui sont installées de manière structurelle dans le cadre de pays où il y a des élections, où il y a des débats démocratiques, etc., et que justement ça avance par vague en quelque sorte ou par ronde, mais que ça peut reculer aussi. Donc en fait, j'ai voulu un petit peu étudier et puis décrire ça, disons, dans disons, le premier quart de siècle finalement en Amérique latine. Alors pourquoi cycle progressiste? Ça fait référence justement au fait que depuis le début du XXIe siècle, ce qui caractérise l'Amérique latine, c'est justement le fait qu'on a connu, disons, l'émergence et la montée en puissance dans cette région qui a connu tellement de tourments et de turbulences politiques, d'une majorité de gouvernements. Alors, qu'on a du mal à qualifier. Alors, on les qualifie de progressistes. Certains chercheurs, experts les appellent post-néolibéraux, qui à mon avis une bonne formule, mais qui a le défaut d'être un peu jargonneuse, hein. Ça peut être national-populiste, qui est aussi une très bonne définition, mais elle est vraiment latino-américaine et elle est plutôt mal comprise en Europe quand on l'utilise, parce qu'elle n'a pas forcément le même sens. On peut dire de gauche, mais je pense que de gauche, en fait, justement, est assez limité pour décrire ces gouvernements parce que ça renvoie au fait que le clivage droite-gauche, bien sûr, il existe en Amérique latine, mais il n'est pas aussi central en Amérique latine qu'il a pu l'être ou qu'il l'est encore en Europe. Souvent, les clivages politiques en Amérique latine ont plus été organisés autour du clivage, par exemple, libéraux-conservateurs, historiquement. Alors, justement, la Colombie, par exemple, est un peu le cas d'école de ça. Donc, il fallait trouver une formule qui permette de dire de quoi on parle. Et de quoi on parle? On parle d'expérience politique qui, pour reprendre un peu la catégorie de langage de Franck à un moment donné, qui sont des processus qui ont été à la fois par en bas et à la fois par en haut, hein, et qui ont été des processus qui ont mis au pouvoir des gouvernements. Donc, à un moment donné, à peu près aux années 2010, une majorité de gouvernements qui avaient tous leur histoire, leurs différences, leurs variétés, etc., mais qui avaient au moins trois ou quatre points communs convergents, en tout cas. Le premier, c'est des expériences politiques qui visaient à rompre avec le canevas néolibéral qu'a évoqué Franck aussi, hein. C'est-à-dire sortir du piège de la dette, sortir du piège des institutions financières internationales, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Pour faire quoi? Pour sortir les pays de la pauvreté, essayer de résorber les inégalités sociales, construire un État social. Nous, en France ou en Europe, on parle de le sauver ou de le défendre parfois quand on a un point de vue politique. En Amérique latine, il s'agissait de le construire, l'État social. Donc, c'était un peu ça. C'était l'idée, avec ça, d'approfondir la participation politique des classes populaires et des classes moyennes dans la vie politique. C'était aussi de refondre le jeu politique national avec des processus constituants ou des aménagements, des modifications constitutionnelles justement qui visaient à sortir un certain nombre de ressources naturelles, un certain nombre de secteurs du marché et du tout marché pour pouvoir le réincorporer dans la mission de l'État, des pouvoirs publics, je pense à l'éducation, je pense à la santé, etc., qui avait aussi une vision pour accompagner ça de l'intégration régionale latino-américaine, l'idée de construire en fait une voie commune et des initiatives qui permettaient de mieux intégrer la région commercialement et politiquement, hein, pour peser plus dans le champ des relations internationales. Et pour eux, ça voulait dire d'abord entrer dans des stratégies de diversification en fait, stratégique pour essayer de relâcher, disons, un peu la tutelle des États-Unis sur la région. Et tous les gouvernements dont on parle avaient à peu près ces points communs-là, avec encore une fois des variations, des niveaux de radicalité différents, etc., mais tous allaient dans ce sens-là. Et ça a participé d'une histoire de 10 ans qui s'est ensuite détériorée, éclipsée, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, et c'est l'analyse, c'est que souvent ces processus-là, lorsqu'ils sont confrontés à des vents contraires sur le plan économique, en particulier à partir de situations de crise économique mondiale, en général,
c'est ce qui éteint les moteurs en fait, de ces processus-là, parce que ces processus-là sont restés prisonniers d'un modèle économique, d'un modèle de développement, d'un modèle d'insertion de l'Amérique latine dans l'économie mondiale qui en font des pays dépendants, des pays qui sont subalternes dans l'ordre international, et que ça n'a pas changé. Et donc, quand finalement les contextes économiques mondiaux se modifient à leur défaveur, eh bien, il n'y a pas de plan B et il n'y a pas de ressources pour pouvoir faire face. Et en général, c'est là qu'ont commencé les problèmes. Donc, c'est un peu ce que j'essaie d'exposer, etc. Et puis, finalement, on voit encore que quand reviennent dans ces pays-là les pouvoirs de droite et conservateurs et qu'ils n'arrivent pas à solutionner les mêmes problèmes économiques, alors de nouveau, on rentre dans une période où il y a un balancier, un pendule qui fait qu'on retrouve de nouveau des expériences de ce type-là qui reviennent au pouvoir. Et ça, c'est l'actualité aujourd'hui depuis là, 2018-2019, avec les premiers retours qu'on avait identifiés. Alors, ce n'est pas un retour pour ce qui concerne le Mexique, c'était même une première. Le Mexique, il a fait le chemin inverse, lui. Pendant toutes les années que je viens d'expliquer, il était gouverné par le PAN et par le PRI. Et puis, c'est à la faveur des effets de la crise économique mondiale post-2008, etc., est arrivé un gouvernement qu'on peut qualifier de progressiste, même si on discute tous les trois, on ne sera pas forcément d'accord sur le niveau de progressisme du gouvernement mexicain. Mais ce que je veux dire, c'est que ça rentre dans cette définition-là. Soit pour tout, soit pour un élément. Ça peut être pas forcément pour changer l'économie, mais ça peut être pour diversifier la puissance, limiter la tutelle américaine, ça peut être ça, etc., etc. Et en fait, on voit que dans la nouvelle période, c'est pour ça que je parle de cycle, dans un cycle, il y a des évolutions, il y a des allers-retours, etc. J'ai dit, mais il y a aussi des évolutions, parce qu'on voit que la nouvelle génération qui arrive au pouvoir, ou ce nouveau moment des gauches latino-américaines auquel on assiste depuis 2018-2019, c'est plus la même qui est arrivée au pouvoir au début du siècle. C'est plus la même parce que le contexte a changé. C'est un peu ça que j'essaie d'exposer. Le contexte économique a changé, le contexte géopolitique a changé. Aujourd'hui, la thématique, c'est plutôt la question d'une Amérique latine qui est prise entre la Chine et les États-Unis. Par exemple, ça, ce n'était pas le cas au début des années 2000. Le contexte aujourd'hui, c'est celui d'une crise systémique globale que la guerre en Ukraine, à laquelle la guerre en Ukraine donne une dimension géopolitique encore plus importante, mais qui fait que, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un cycle porteur. L'économie mondiale, on est dans un cycle aujourd'hui de restriction tendancielle du commerce international qui est pas bon pour les pays exportateurs de matières premières comme les pays latino-américains. Donc, il n'y a plus cette période d'expansion du commerce mondial qui avait en fait permis aux pays latino-américains d'exporter, d'avoir une croissance de 5-6% pendant 10 ans. Enfin, bref, il faut comprendre tous ces éléments-là, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et la gauche qui revient aujourd'hui au pouvoir n'est plus la même aussi parce qu'elle n'est plus hégémonique dans les sociétés en question. Les gauches qui reviennent, que ce soit le cas chilien ou le cas colombien, d'ailleurs, Aude et Franck l'ont décrit assez précisément, ce sont des gauches qui reviennent certes au pouvoir, mais parfois parce qu'elles sont aussi revenues au pouvoir parce qu'une partie des populations ont voté pour elles, pas tellement par adhésion à leur projet, mais plutôt parce qu'ils ont voulu éviter des menaces qu'ils jugeaient plus graves que la gauche au pouvoir. Ça, c'est le cas chilien avec le fait que Boric a été élu parce qu'une grande partie de la société et un électorat plutôt centre-droit a finalement voté pour lui par attachement à la démocratie et parce qu'il ne voulait pas d'un aventurisme d'extrême droite au Chili avec Cast. En Colombie, c'est pareil. En Colombie, Petro était deuxième le soir du premier tour. Il n'était pas premier. Personne, moi j'étais là-bas, personne vraiment pariait sur la possible victoire de Petro, mais il a gagné aussi parce qu'il a su et il a reçu l'appui d'une partie d'un électorat qui n'aime pas forcément Petro et ne voterait pas forcément pour lui, mais qui n'ont pas voulu un aventurisme avec celui qui était opposé à lui, Hernandez, qui était aussi une espèce de milliardaire un peu excentrique. Donc, elle arrive dans ces conditions-là. Elle n'a pas d'hégémonie comme avait à l'époque le chavisme au Venezuela, le kirchnerisme en Argentine, etc. Ils n'ont pas ça. Ils arrivent dans des conditions économiques beaucoup plus compliquées, je l'ai dit, et ils arrivent aussi au pouvoir souvent en n'ayant pas de majorité dans les congrès. C'est le cas de la Colombie, c'est le cas du Chili. López Obrador au Mexique a perdu une partie de la sienne, de sa majorité. Si Lula, tu disais tout à l'heure, Didier, s'il gagne, rien n'est joué, malheureusement. Enfin, en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui dire que Lula va gagner l'élection. Il faut faire attention. Il faut aussi dire que Bolsonaro a déjà gagné
plusieurs élections, l'élection générale, il a gagné le Congrès, il a gagné une bonne partie des États fédérés, il a gagné une bonne partie des municipalités. Il y aurait peut-être que la présidentielle qui ne gagnera pas si Lula arrive à l'emporter, ce n'est pas encore sûr. Mais de toute façon, je dis ça parce que Lula, s'il gagnait, se retrouvera dans la même situation que j'essaye d'exposer. C'est-à-dire, il sera un président dans un pays où il n'aura pas de majorité au Congrès. Et là, par contre, il va être confronté à Bolsonaro, qui lui aura une alliance majoritaire au Congrès brésilien. Donc, la gauche, elle arrive dans cette nouvelle période, dans ces conditions-là, au pouvoir, dans des sociétés très polarisées, très fragmentées, où il y a des blocs conservateurs de droite, d'extrême droite, il faudrait à chaque fois voir au cas par cas, qui aussi sont très puissants. Et ma conclusion, c'est qu'elle arrive dans un moment, cette gauche, où les scénarios sont très oscillatoires. Et ce qu'a dit Franck sur le référendum est une expression de ça. On peut tout à fait avoir un camp qui gagne une élection et 6 mois après, avoir un autre camp, en quelque sorte, qui défait le gouvernement ou, dans un référendum, un texte aussi progressiste soit-il est rejeté par un bloc plus conservateur, voire réactionnaire dans certains cas. Et cette dimension oscillatoire, elle est à mon avis caractéristique de dynamique politique latino-américaine et plus largement au niveau international. Donc, pourquoi si progressiste? Parce que ça permet d'englober un petit peu toute cette observation-là sur une durée d'une 20aine d'années. Merci. Christophe. Donc, on a déjà de nombreuses questions et je ne pourrai pas toutes les prendre. Hein. Auparavant, je m'excuse auprès de ceux ou de celles qui les ont posées, mais j'aimerais, parce qu'il y a des questions extrêmement précises et je vais essayer plutôt de retenir les questions les plus globales. Il y en a une qui fait écho à vos 3 interventions quelque part. Alors, bien sûr, elle part de l'exemple du Chili et de l'échec du référendum. Et c'est Jean-Louis qui nous dit « Cet échec du référendum ne condamne-t-il pas toute initiative de référendum qui risque de devenir un moyen de rejeter les pouvoirs en place plutôt que d'ouvrir des réformes salutaires ?» Alors, je pense que c'est une très bonne question, mais si on élargit le propos, et c'était le sens de chacune de vos interventions sur des sujets différents, c'est en fait cette coupure, cette rupture, cette difficulté à faire coïncider les mouvements sociaux, les mouvements de contestation, parfois très puissants, et leur expression politique. Et on voit cette césure qu'on retrouve de façon différente et déclinée de façon différente selon les pays. Et vos 3 interventions sont là pour l'illustrer. Alors, est-ce que vous pourriez nous, brièvement à chacun, nous donner votre point de vue sur cette difficulté, mais qui n'est pas proprement latino-américaine au demeurant, à faire coïncider la force de certains mouvements sociaux et leur traduction politique? Qui veut la parole? Oh, ne faites pas les timides. Je veux bien dire un petit mot. Vas-y, Aude. Non, sur cette question-là, ça me fait penser à ce qu'a connu, alors je reviens sur la Colombie, puis on élargira, mais ce fameux plébiscite, alors qui reste pour les Colombiens quelque chose qui a été très, très mal vécu. Donc, accord de paix négocié et puis passage par un plébiscite, donc pour voir si la population était d'accord pour la paix et la population colombienne a voté non à la paix. Donc, ça paraît assez inconcevable. Il y avait donc un énorme rejet. Ça rejoint ce que tu disais à l'instant, Christophe, sur des sociétés polarisées et très fragmentées, et ça rejoint ce que disait aussi Franck à l'instant sur le Chili, sur l'influence aussi des médias et des fake news. Il y a eu énormément de ça à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y avait aussi une difficulté pour le camp progressiste favorable au oui à la paix, à faire passer ses idées, et c'était beaucoup plus le réflexe de peur, d'inquiétude qui a primé. Donc, je pense que là, il y a un enjeu en termes de communication, de sensibilisation, de faire passer les messages, de conscientiser. Et ça, je pense que là-dessus, c'est à la fois un travail à long terme et un travail aussi dans des moments précis de pouvoir soutenir cette communication-là. L'autre élément qui me paraît intéressant, alors,
discutera pour voir si c'est valable dans d'autres cas, mais j'ai ce non à l'accord de paix, donc à ce plébiscite de novembre 2016 en Colombie, il a clairement exprimé aussi une déconnexion des élites par rapport aux populations des territoires. Si on superpose la carte, enfin si on regarde les résultats carte à l'appui, on s'aperçoit que ce sont les régions les plus historiquement affectées par le conflit et par la violence qui ont voté oui à la paix. On aurait pu imaginer l'inverse. On aurait pu imaginer que ce soit justement les victimes qui disent « nous, on a trop souffert, on ne veut pas donner tous ces cadeaux aux FARC », entre guillemets. Justement, ce sont ces personnes-là, et nous, on a par notre travail eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de personnes dans les territoires qui disent bah, « on a justement connu la guerre, on ne veut plus de ça, et donc on vote oui à cet accord de paix, même s'il est imparfait. » Alors que côté élite, politique, économique, et ce sont souvent les mêmes, il y a eu plutôt cette attitude de dire non, on n'accepte pas de faire la paix avec ces individus-là. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être, dans certains cas, une certaine déconnexion qui va un peu plus loin que cette question de la fragmentation. Mais il y a cette question de la déconnexion et de clairement des questions qui sont posées à l'ensemble de la population, mais où il y a cette énorme fragmentation et que finalement, c'est aussi des composantes de la société qui ne se parlent pas. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu aussi très fort en termes de médias. On voit prospérer, et c'est un bon signe, à mon sens, beaucoup de médias alternatifs. On sait à quel point les médias globaux sont proches des élites politiques et économiques. Donc, je pense qu'il y a un enjeu très fort là-dessus sur lequel, en tout cas, le mouvement social doit travailler pour faire passer ces messages, convaincre, jouer l'adhésion et ne pas se laisser dépassés par les messages qui sont poussés par le camp conservateur et par les élites. En tout cas, ça joue, ça peut peut-être expliquer aussi certaines mauvaises surprises qu'on peut avoir quand des textes progressistes, quand des accords de paix sont refusés par une société. Franck, un mot sur cet aspect, parce qu'ensuite j'ai d'autres questions, donc soyez brefs dans vos réponses si c'est possible. Oui, enfin, au travers de l'expérience récente chilienne, évidemment que ça pose la question, y compris pour d'autres expériences, y compris en France, sur ceux qui défendent une assemblée constituante, une 6e République. Dans quelles conditions on peut être victorieux et dans quelles conditions on peut réussir à convaincre, à avoir une hégémonie culturelle, politique pour défendre un texte finalement et une transformation institutionnelle. Ce qui s'est passé au Chili, c'est que comme ça arrive souvent dans les référendums, on n'a pas toujours répondu sur le texte constitutionnel déjà. Dans un référendum, et ça c'est classique, on répond souvent à côté. On répond parce qu'on vit mal, on répond parce que le gouvernement n'a pas fait son boulot, on répond parce que avec le voisin, on a un conflit. Ça peut être ça aussi. Parce que la situation, il y a beaucoup de précarité, etc. Et donc, on rejette, mais on ne rejette pas forcément le texte constitutionnel. C'est ce qui s'est passé au Chili. Là, les enquêtes montrent qu'une immense majorité des Chiliens restent convaincus qu'il faut une nouvelle constitution au Chili. Mais par contre, il y a eu un rejet de ce texte-là parce qu'il y a un ensemble de facteurs qui ont réussi à faire que le camp du rejet a gagné. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a un des éléments, effectivement, je crois que c'est clair, c'est la déconnexion entre la campagne menée autour de la Convention constitutionnelle et ce que vivent les classes populaires chiliennes. Là, il y a une déconnexion très claire. Il y a un cas qui a été vraiment très médiatisé, c'est le cas de Petorca. Donc, c'est un village, une bourgade au sud du Chili où il y a un problème de l'eau qui est dramatique. Et c'est d'ici que vont naître aussi les mouvements pour la défense de l'eau, la renationalisation de l'eau, le mouvement Modatima, etc. Eh bien, à Petorca, aussi, ils ont voté très majoritairement contre le texte constitutionnel. Ce texte constitutionnel qui proposait de remettre l'eau comme bien commun au Chili. Donc, voilà, il y a un travail de débat démocratique par en bas qui n'a pas réussi à se faire, ça c'est sûr. Tous les comités territoriaux, les assemblées territoriales qui étaient nées en octobre 2019, elles ont été en grande partie désactivées par la pandémie. Et là, l'effet pandémie a joué vraiment contre
la démocratisation au sens du débat collectif autour, pour ou contre d'ailleurs, du texte constitutionnel. Et donc, cette dynamique-là, elle était cassée, effectivement. Et l'aspect médiatique, je suis d'accord avec Aude, c'est un vrai sujet démocratique dans les sociétés, dans toutes les sociétés, en France aussi. Mais comment on peut animer un véritable débat collectif large et à parts égales, on pourrait dire, si, dans le cas chilien, c'est deux groupes qui dominent presque 90% du spectre de la presse écrite, de la radio et de la télévision. C'est très difficile. Il y a une oligopolisation médiatique qui bloque aussi la capacité à vraiment débattre de manière ouverte autour de ces sujets-là. Christophe, peut-être une question, c'est Clara qui nous pose une question en nous disant, vous avez traité d'un certain nombre de cas spécifiques, nationaux, mais qu'en est-il des formes de coopération régionale? Alors, elle cite le cas du Mercosur, mais il y en a bien d'autres. Tu y consacres d'ailleurs une fiche ou deux d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama rapide des différentes formes de coopération régionale ou sous-régionale? Alors, tout à fait. Juste, je reviens, excuse-moi, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure quand je parlais sous la formule progressiste, j'ai dit national populiste, je voulais dire national populaire, parce que c'est pas la même chose. Ouais. Donc voilà, je reviens, je corrige mon erreur. Alors, bon, l'Amérique latine, avec l'Europe, c'est un peu la région du monde où, depuis très longtemps, il y a vraiment une longue histoire de l'intégration régionale qui est passée par plusieurs phases que je ne vais pas exposer là, mais qui sont dans le bouquin. Aujourd'hui, en tout cas dans l'actualité de la coopération régionale, c'est qu'elle est au point mort. La situation, c'est celle-là. C'est qu'aujourd'hui, justement, sous les effets des différentes dynamiques de crise qui affectent l'Amérique latine depuis le début des années 2010, une des conséquences de ça, c'est que ça a en fait détricoté en quelque sorte toutes les initiatives qui avaient été construites dans les années 2010 de rapprochement ou de forums qui avaient été montés soit au niveau sud-américain, soit au niveau latino-américain. Alors, je pense en particulier à l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUR, qui a été créée en 2008 et qui est aujourd'hui moribonde, avec plusieurs pays qui s'en sont même retirés, les pays qui venaient, eux, de la droite à partir des années 2013, 14, 15. Et puis, sa grande cousine latino-américaine qui s'appelle la CELAC, qui est la communauté des États latino-américains et caribéens, dont le Brésil de Bolsonaro, par exemple, s'est retiré. Alors, c'est quand même embêtant si vous avez des institutions d'intégration régionale latino-américaine où le Brésil, qui est à peu près la moitié de tout dans la région, n'est plus là. Donc, ça pose quand même un problème. Bon, c'est pour donner un exemple. Alors, les divergences politiques, les crises sociales et économiques de chaque pays ont favorisé les logiques politiques centrifuges, c'est-à-dire que tous les gouvernements se sont beaucoup rabattus sur les problèmes intérieurs. Ça a été une tendance de fond partout. Chaque pays a connu des crises différentes. Je pense au Venezuela, bien sûr, et ça me fait la transition. C'est que tout ça, avec les différences et les changements politiques et de majorité d'affinitaires, on s'est retrouvé dans un cycle de divergence politique très forte entre tous les pays latino-américains, qui a évidemment affecté, fragilisé les dynamiques de coopération et d'intégration régionale. C'est ce qui nous amène à ce que je vous ai dit au début sur le Brésil est sorti de la CELAC, avec l'UNASUR, 7 pays en sont sortis parce qu'il y a des désaccords sur la crise vénézuélienne, il y a des désaccords donc, sur la reconnaissance ou pas du gouvernement de Nicolas Maduro, il y a le bolsonarisme qui déteste la gauche en Amérique latine, la gauche qui a perdu, enfin il y a tout ça en même temps et tout ça, ça a en fait détérioré toutes ces logiques de coopération. Aujourd'hui, en fait, on attend tous finalement le résultat de l'élection brésilienne qui va nous donner un petit peu le là de ce qui pourrait se passer après. Parce que s'il n'y a pas le Brésil d'une manière ou d'une autre qui se réengage sur la scène régionale dans le sens de la coopération et de l'intégration, il ne se passera pas grand-chose. Même s'il y a des choses qui peuvent se passer, des rapprochements aujourd'hui entre la Colombie de Gustavo Petro, de Gabriel Boric au Chili, de López Obrador au Mexique, on pourrait voir des exemples justement sur la crise vénézuélienne où tout ça, c'est en train de changer le point de vue sur les relations à avoir avec le Venezuela, etc. Mais on ne pourra pas avoir un retour des coopérations réellement régionales s'il n'y a pas le Brésil qui s'en remêle en quelque sorte au niveau régional. Et sur le Mercosur qui est évoqué,
Bah là, c'est pareil, le Mercosur, depuis que Bolsonaro a été élu au Brésil, que Alberto Fernandez a été élu en Argentine et que ces deux dirigeants ne se supportent pas et ne se parlent pas, eh bien, le Mercosur, il est au point mort, pas seulement avec l'Union européenne, il est au point mort là-bas. Merci. Alors, il y a une question à laquelle vous ne couperez pas, mes chers amis, c'est l'Amérique latine et la guerre en Ukraine. Ça a été posé par Jean-Louis. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire? Est-ce que l'Amérique latine, mais en posant la question, je pense qu'on a la réponse d'avance, s'inscrit dans ce mouvement de désoccidentalisation où l'on constate que notamment les sanctions sont prises par les puissances occidentales, nord-américaines, ouest-européennes et quelques Australiens et Néo-Zélandais, mais qu'en réalité, ce qu'on appelle communément les peuples du Sud, qu'ils soient en Amérique du Sud, en Afrique, sur une large partie de l'Asie et au Moyen-Orient, ne suivent pas le jeu des sanctions. Alors, à partir de là, ça c'est un constat général. Est-ce qu'on peut décliner plus avant pour le cas de l'Amérique latine ou de quelques-uns des pays phares de l'Amérique latine? Qui veut la parole? Bon, moi, je veux bien. Je préférais que nos invités, mais je ne sais pas si… Fait très court, je pense qu'ils rebondiront. Bon. Alors, je me suis intéressé avant notre conférence au dernier vote à l'ONU sur les référendums, entre guillemets, l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie. Et alors, c'est intéressant, je fais une petite digression, Didier, mais tu verras que c'est lié. J'ai trouvé assez intéressant l'édito du Monde qui a lu le résultat comme étant finalement la preuve que, en vérité, une grande partie du dit Grand Sud, même si cette expression est discutable, finalement soutient les puissances occidentales parce que 193 pays, c'est-à-dire deux de plus que le 2 mars 2022, ont voté pour cette résolution qui condamne la Russie. Bon, je suis un peu étonné parce que c'est exactement à 2 votes près, c'est exactement le même vote que le 2 mars 2022 où ces mêmes pays avaient déjà condamné la Russie pour son invasion et son agression de l'Ukraine. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de changements et à l'époque, tout le monde on a banalisé un peu ce que tu viens de dire, Didier. C'est-à-dire, on a vu que l'extrême majorité du monde condamne la Russie, et c'est vrai des pays latino-américains, j'y reviens dans un instant, condamnent la Russie, mais par contre ne soutiennent pas forcément les sanctions des puissances occidentales sur la Russie parce qu'ils pratiquent plutôt une position de non-alignement ou en tout cas de neutralité, parce que d'une part, ces sanctions, ils doivent en assumer un coût aussi, ces pays-là, qui est un coût très très lourd pour les pays du Sud, pour l'Amérique latine, les pays latino-américains. Après la crise économique des années 2010, après la crise sanitaire, où cette région a été la plus touchée du monde, il faut le rappeler avec les États-Unis, où la région vit sa pire crise de toute son histoire. Et encore une fois, je le dis souvent, ce n'est pas ma formule, c'est celle de la Commission économique pour l'Amérique latine. Alors, si en plus, après, il faut que les sanctions, les pays latino-américains mettent des sanctions contre la Russie, et du coup se retrouve à en payer le coût qui est déjà là assez prégnant avec la question de l'inflation qui a provoqué ou qui a contribué à provoquer des soulèvements sociaux en Équateur et au Panama il y a quelques mois en arrière, les Américains ne peuvent pas supporter ça. Donc les gens ne sont pas à l'aise avec cette affaire des sanctions. Et puis sur le plan politique, ils ne sont pas à l'aise avec l'idée du double standard, c'est-à-dire on demande aux pays de faire des sanctions sur la Russie, mais on ne leur avait pas demandé de le faire contre les États-Unis quand ils avaient envahi l'Irak. Je le dis de manière un petit peu provocatrice, mais je fais exprès. Il n'y a pas vraiment une confiance dans les puissances occidentales sur leur gestion de la crise et de leur conflit avec la Russie. Et l'idée des Latino-Américains, c'est de dire c'est moche l'Ukraine, mais votre conflit et votre guerre que vous voulez mener avec la Russie et derrière avec la Chine, ce n'est pas la nôtre. Les Latino-Américains cherchent à diversifier leurs relations. Ils ont plutôt de bonnes relations avec Moscou jusqu'à présent. Ils en avaient de très bonnes avec la diplomatie vaccinale de Moscou, par exemple, et des bonnes relations avec la Chine. Donc, en fait, ce que veulent les pays latino-américains, c'est ce qui est bon pour leur intérêt à eux. Et c'est donc pas de suivre les puissances occidentales ou l'escalade d'un conflit contre la Russie et la Chine. Donc, c'est ça qui détermine leur position et qui explique leur vote. Ils condamnent la Russie, c'est sûr, mais en même temps, il n'y a pas derrière de sanctions. Et il y a seulement le Paraguay et la Colombie, à l'époque où la gouvernait encore
Ivan Duque, donc c'est terminé, qui soutenait le fait que les Occidentaux en prenaient. Mais ça ne veut pas dire qu'eux en prenaient eux-mêmes. Ils soutenaient les sanctions des pays occidentaux. Et donc, on en est là. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui a bougé, par exemple, c'est que le Nicaragua, lui, par contre, a franchi une certaine frontière, puisque le Nicaragua est le seul pays qui a modifié son vote en passant d'une abstention en mars à voter contre la résolution d'hier, c'est-à-dire en votant avec la Russie. Ça, par contre, oui, c'est nouveau dans le vote d'hier. Mais le Nicaragua, bon, c'est donc pas dans le sens des sanctions, c'est dans le sens d'un soutien à la Russie. Franck ou Aude, voulez-vous préciser sur ce point ou non? Juste un tout petit point pour rebondir. Justement, à partir du Nicaragua, notamment, évidemment, dans l'espace latino-américain, il y a un réflexe anti-impérialiste qui est anti-états-unien, du fait d'une histoire évidente. Ça, il n'y a aucun doute. Et donc ça joue beaucoup dans la perspective et de la vision géopolitique des latino-américains. Historiquement, pour eux, l'agresseur, ça a été la puissance états-unienne. Et en même temps, et justement le cas du Nicaragua le montre, on voit dans la gauche latino-américaine qu'il y a encore pas mal d'une vision où la Russie serait une sorte de puissance. Le fait que la Russie puisse être impérialiste et agresser une autre nation dans toute une partie de la gauche, c'est difficile à entendre encore aujourd'hui dans la gauche latino-américaine. Il y a encore des traces d'une vision qu'on peut qualifier de campiste, c'est-à-dire des difficultés à condamner ouvertement l'agression russe, ou quand elle est condamnée, une difficulté à reconnaître le droit à l'autodétermination de l'Ukraine. En tout cas, c'est un gros débat, notamment dans la gauche brésilienne, qui traverse les espaces des gauches et qui est à suivre aussi également. D'accord. Alors, j'ai une question un peu précise. Et Christophe, tu peux peut-être répondre très rapidement. Est-ce que tu inclus le Mexique et la nouvelle direction politique du Mexique dans le cycle progressiste? Parce que j'ai pareil une autre question de Carlos qui est très critique à l'égard du président mexicain qui se contente, et je reprends la question, de culpabiliser les gouvernements antérieurs sans se préoccuper de mettre en œuvre ce qu'il avait promis au moment de sa campagne électorale. Mais très, très court. Ouais, très court. López Obrador a été élu en 2010 sur une vague, une aspiration en tout cas de la société mexicaine à un changement politique, une aspiration démocratique, une aspiration dont tous les indicateurs montrent bien que c'était une dynamique progressiste telle qu'on l'a définie un peu ce soir. Il a été élu là-dessus. Je pense que López Obrador fait quand même partie de ce mouvement. Alors encore une fois, tout à l'heure j'ai dit, et c'est pour ça que j'étais précis, ça ne veut pas dire qu'on est progressiste en tout. Ça veut dire que sur un ou deux ou trois paramètres, on peut faire partie de ce cycle. López Obrador est quelqu'un qui a cherché et qui a réussi en partie à rééquilibrer ses rapports avec Washington. De ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est quand même important. C'est quelqu'un qui a remis le Mexique un peu vers le sud pour justement, en l'absence du Brésil, relancer un petit peu des rapprochements entre justement les nouveaux gouvernements progressistes de la nouvelle génération pour relancer la moribonde CELAC. Donc de ce point de vue-là, oui, mais aujourd'hui, il est clair que López Obrador, et depuis d'ailleurs les élections de midterm qu'il a relativement perdues, eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, il est quand même dans une espèce de statu quo et où en fait on voit que ce qui revient au Mexique, c'est un peu la politique traditionnelle, c'est un peu finalement des alliances aussi avec des secteurs conservateurs, des milieux d'affaires, et qu'aujourd'hui on voit plus bien où sont les ambitions de ce que lui appelle la 4e transformation du Mexique, qui était réellement progressiste dans le concept. Là, on voit plus bien aujourd'hui où sont ces politiques qui correspondent à ça aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va avoir une fin de mandat de López Obrador où on a quelqu'un dont la force propulsive, en fait, c'est éteinte. D'accord. Une question un peu plus générale, je la pose à peu près comme telle, c'est sur les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux.
quel est le niveau de la prise de conscience dans les pays d'Amérique latine, quelles sont les politiques mises en œuvre. Je sais que la question est infiniment vaste, mais à les poser, elle me semble aussi importante quand même si bien sûr les réponses que vous nous fournirez ne seront pas exhaustives, mais personne ne vous en voudra. Aude, peut-être sur cet aspect? Oui, merci. C'est effectivement une question qui est extrêmement importante. On le sait, c'est un continent qui est à la fois d'une immense biodiversité et de nombreuses ressources naturelles. Ça pose des enjeux en termes de vulnérabilité, de fragilité. Ça pose des enjeux aussi en termes de redistribution, de choix du modèle économique. Et on sait que les gouvernements, d'ailleurs qu'ils soient de gauche ou de droite, ont plutôt privilégié une approche extractiviste. Il y a aussi, je voudrais qu'on parle un petit peu peut-être de la question autochtone. En tout cas, les peuples autochtones, on a beaucoup d'expériences de travail avec des communautés autochtones, que ce soit en Colombie, au Pérou, en Bolivie, au Brésil. On voit bien aussi quelle peut être leur importance dans ces débats sur la gouvernance du climat, notamment par rapport à la question des terres, par rapport à la question de l'extractivisme. Il y a des propositions qui viennent des communautés autochtones et qui sont tout à fait alternatives et différentes. Je pense que ça, c'est des points importants puisque quand on parle en fait de changement climatique, il peut y avoir aussi beaucoup de bonnes intentions, mais aussi beaucoup de fausses solutions. Des solutions basées sur la nature, des choses qui ne remettent pas en cause finalement l'extractivisme. Et ça fait écho à ce que tu disais, Christophe, tout à l'heure sur cette place particulière de l'Amérique latine dans les relations internationales, donc vu comme un pourvoyeur de ressources naturelles. Donc ça, je pense que c'est un point important. Beaucoup de nos partenaires le soulignent, cherchent des chemins alternatifs qui permettent à la fois de vivre correctement dans les territoires tout en préservant l'environnement. Ça, c'est un champ d'expérience. On parlait de laboratoire tout à l'heure qui peut être tout à fait intéressant. Il y a cette philosophie du bien vivre, donc bien vivre dans les territoires, bien vivre avec l'environnement. Qu'est-ce que ça peut signifier? Je voudrais mentionner aussi le fait qu'il y a de plus en plus une superposition du crime organisé et de l'exploitation des ressources naturelles. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que c'est flagrant et que ça aboutit aussi au fait qu'on a l'Amérique latine qui est malheureusement champion du monde en termes d'assassinat de défenseurs environnementaux. Voilà. Et nombre de ces défenseurs sont des leaders, femmes et hommes, autochtones. Voilà. Donc cette question du changement climatique, nous, on l'appréhende de différentes façons, avec à la fois des programmes, des initiatives pour améliorer la résilience des communautés dans les territoires qui sont vulnérables au changement climatique. Et il y a des leviers aussi autour de pratiques plus résilientes, de circuits courts, enfin voilà, différentes choses qu'on peut imaginer et que les communautés elles-mêmes imaginent sur le terrain. Mais il y a aussi une dimension droits humains qui est extrêmement forte, droit des communautés autochtones, respect de la consultation libre, préalable et informée quand il s'agit de penser des projets, que ce soit des projets extractivisme ou toutes les infrastructures qui vont avec. Donc sans respect des droits humains, sans respect des droits des défenseurs, sans respect des droits des communautés autochtones, il n'y aura pas de solution à ces questions-là d'adaptation au changement climatique. Et je pense que dans la gouvernance globale du climat, il y a vraiment une attention à porter à ce qui peut émerger comme proposition, comme solution de la part des communautés paysannes et autochtones d'Amérique latine. Franck, sur ce point, éventuellement. Deux mots très rapides aussi. Oui. D'ailleurs, le livre de Christophe, à juste titre, a 2 fiches sur cette question climatique et à mon avis, c'est central. Évidemment, on s'en doute, c'est pour toute l'humanité centrale, mais en plus, il y a un contexte spécifique régional qui lui donne toute son importance. C'est-à-dire, on est dans une région qui va être une des plus impactées et qui est déjà une des plus impactées par le basculement climatique accéléré. La question de l'eau, par exemple, devient vraiment fondamentale dans la plupart des grandes villes latino-américaines. On a déjà, à l'heure où on parle, des dizaines des millions de personnes qui sont alimentées de manière non continue par l'eau potable ou qui sont carrément alimentées par des citernes parce qu'ils n'ont plus l'eau potable. C'est le cas à Mexico, c'est le cas dans des régions entières du Chili et dans plusieurs pays, en fait, au Brésil aussi, dans de nombreuses favelas. Donc, il y a une question de l'accès à l'eau qui est assez dramatique.
Et en même temps, les effets du changement climatique se voient de manière accélérée dans toute la région. Alors, au point de vue politique, les gouvernements ont fait quelques pas en avant. Il y a notamment les accords d'Escazú qui ont été signés et qui sont entrés en vigueur, il me semble, l'année dernière, que Gabriel Boric, d'ailleurs, s'est empressé de signer lui-même quand il est arrivé au pouvoir. Donc, qui commence à penser la nécessité d'une réponse collective face au changement climatique. Mais je pense que ce qu'a dit Aude, c'est vraiment important. C'est qu'il y a un déphasage, on pourrait dire, entre un modèle de développement qui est ultra agressif. La situation latino-américaine, c'est encore celle de, si on veut le dire de manière caricaturale, de fournir des matières premières à la Chine, à l'Europe et aux États-Unis. C'est ça. Et là, en plus, la primarisation des économies, elle s'est renforcée dans certains pays. Donc la question extractive, elle est au cœur des dérèglements du modèle qui est en place en Amérique latine et elle ne fait qu'alimenter finalement les problèmes socio-environnementaux. Donc, il y a des résistances, il y a aussi des alternatives qui sont très intéressantes. C'est aussi en Amérique latine, effectivement, qu'on parle de buen vivir, de suma causa, d'un autre rapport à la nature. Mais pour l'instant, ce qui domine, c'est un capitalisme qui reste prédateur, extractif. Et la situation de l'Amérique latine dans la globalisation du monde fait que pour l'instant, on est loin d'en sortir. C'est une difficulté quand même très, très importante parce que pour affronter le changement climatique, il va falloir aussi changer de modèle de développement. Bien, écoutez, le temps passe très, très vite en votre compagnie. Nous sommes presque arrivés au terme de ces échanges vraiment très riches. Christophe, je vais te laisser la parole pour conclure. Pour conclusion, il n'y a jamais de conclusion véritable, mais un dernier mot peut-être très rapidement. Ce sera d'abord encore une fois un mot de remerciement pour effectivement voilà, ces échanges. J'espère que ceux qui nous écoutent les ont trouvés voilà, riches, nourrissants, parce que je pense qu'on a quand même touché pas mal d'aspects et de phénomènes qui caractérisent ce qui se passe dans cette région. Juste peut-être pour terminer sur l'affaire climatique, je voulais juste rajouter un truc, c'est quand même une des régions les moins émettrices au monde de gaz à effet de serre et que c'est grosso modo le secteur énergétique, l'agriculture surtout qui crée là-bas les émissions de gaz à effet de serre pour l'Amérique latine et que malheureusement la trajectoire de la région n'est pas très bonne puisque d'après le GIEC, à la vitesse constante aujourd'hui, si les objectifs de l'accord de Paris ne sont pas atteints, eh bien en 2050, ce sera plus 2,5 degrés, 2,5 degrés en Amérique latine et plus 4 en 2100. Donc vous imaginez l'impact sur la biodiversité. C'est la biodiversité, enfin l'Amérique latine, c'est la région du monde où il y a le plus de biodiversité au monde, justement. Donc vous imaginez les impacts absolument désastreux. Et donc sur le plan politique, ça se traduit par le fait qu'une des revendications aussi en général en Amérique latine, c'est la fameuse question de la responsabilité différenciée. Par rapport à la gestion de la question. Et ça nous renvoie au débat sur l'Amazonie, où finalement, entre Bolsonaro et Lula, par exemple, il y a des différences, mais en même temps, ils nous disent tous la même chose. Ils nous disent, et je boucle avec ce qu'a dit Franck, ils nous disent tous, je caricature, vous êtes sympa, mais vous n'allez pas nous demander en plus, après avoir saccagé la planète, pour votre développement à vous, de nous demander à nous de régler le problème. Et donc, vous avez une responsabilité majeure. Et la question, par exemple, amazonienne ou autre, et c'est là qu'il y a une hypocrisie dans tout ça, c'est que, évidemment, ils font beaucoup de choses très mal. Au Brésil, avec Bolsonaro, on a vu à quel point tout ça a explosé, etc. Mais la question de fond, c'est effectivement le mode d'insertion de l'Amérique latine dans l'économie mondiale. Et en fait, les pays du centre de l'économie mondiale ne demandent pas ou ne souhaitent pas que l'Amérique latine devienne la Silicon Valley ou je ne sais pas quoi. On leur demande de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là pour produire des matières premières qui sont consommées et transformées ailleurs, dans les économies centrales du système international. Tant que ça existera, et ça existera aussi parce que c'est l'intérêt de toute la division internationale de la production et de la consommation mondiale, on ne sortira pas du problème et l'Amérique latine sera une des régions qui est déjà une des plus impactées par les désastres naturels et qui va beaucoup souffrir de ce changement climatique. Voilà, donc, et puis merci encore une fois d'avoir accepté d'être là et tous les gens qui écoutent pour ce bouquin voilà, que évidemment j'ai envie de défendre, c'est normal. Et donc, voilà, j'espère que ceux qui le liront, ils prendront plaisir. Voilà. Et merci Didier.
un grand merci à vous trois pour la clarté puis la richesse de vos réflexions que vous avez bien voulu partager avec nous. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été posés dans les questions sur la question des mouvements indiens autochtones qu'on a quand même abordé, sur la question de l'armée, sur la question du droit des femmes. Bien, on n'a pas pu répondre à tout, mais on fera d'autres initiatives sur l'Amérique latine à l'IRIS de toute façon. Et puis, pour répondre à toutes ces questions, je n'ai qu'un mot à dire, c'est acheter ce bouquin. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies et vous pouvez le commander directement à l'IRIS. Voilà, c'était la minute de publicité gratuite. Un grand merci, Aude, Merci. un grand merci, Franck, et à toi, Christophe, bien évidemment. Et j'espère à très bientôt et en présentiel, comme on dit, ce sera encore mieux. Excellent. À tout bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne soirée à tous et à tous. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.